Bonsoir à tous. L'actualité politique et parlementaire, c'est plus que jamais sur Public Sénat, bien sûr, au lendemain d'un scrutin historique pour la gauche. Nouvelle édition spéciale, le 19h. Dénonçant une tentative de hold-up, Jean-Pierre Bel ne veut pas être privé de la présidence du Sénat, mais Gérard Larcher prend acte de la victoire de la gauche. Le président sortant entend sortir la tête haute et sans tripatouillage. Gérard Longuet reste ministre de la Défense, mais Chantal Joanneau, à sa demande, précise le communiqué d'Élysée, siégera au Sénat. Elle est remplacée au ministère des Sports par David Douillet, qui en rêvait depuis longtemps. Perspective 2012, la gauche utilisera le Sénat comme tribune de son programme économique et fiscal. Le revers électoral de l'UMP sonne-t-il comme un désaveu profond pour Nicolas Sarkozy? Eh bien sûr, ce sera l'une des questions que nous aborderons ce soir avec nos invités. Ils seront nombreux avec nous sur ce plateau. Julien Drey, socialiste, Jacqueline Gouraud, centriste, Philippe Dominati, UMP et Jacques Mézard, radical de gauche, ces trois derniers étant sénateurs. La gauche, donc, pour qui le Sénat représentait une anomalie démocratique, a fini par s'en emparer. Loin des grands vents de l'histoire, le personnel de la Haute Assemblée s'activait dès ce matin à accueillir comme il se doit les nouveaux élus de gauche comme de droite. Élysée Cardi. Bonjour Monsieur le Sénateur, bienvenue, toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Et vous êtes Monsieur Kaltenbach, sénateur de Haute-Seine. Monsieur Kaltenbach. 90 nouveaux sénateurs, ce sont 90 nouvelles têtes à reconnaître sur les photos. Si son visage correspond bien à son nom, de façon à ne pas faire d'erreur. Premier jour comme une rentrée des classes, les huissiers du Sénat qui les accompagnent sont très concentrés. Et il y a des doublons, Monsieur Bailly, il y a deux Monsieur Bailly, il y a peut-être deux Monsieur Leroy, enfin bon voilà. Des têtes déjà connues ou de parfaits inconnus, tous à la même enseigne. Remise de la carte provisoire de sénateur, explication sommaire du fonctionnement de la maison. Aujourd'hui, c'était un peu la pré-rentrée avant le début des choses sérieuses samedi prochain où ils prendront officiellement leurs fonctions. Deux de plus que la majorité absolue, la gauche porte à 177 son nombre d'élus. Le détail de cette nouvelle assemblée avec Aurélien Romano. Le nouveau Sénat est clairement à gauche, 177 sénateurs contre 171 à droite. 21 sénateurs communistes, 135 socialistes et divers gauche, 10 sénateurs verts et une partie des radicaux du groupe RDSE permettent à la gauche de dépasser la majorité absolue, une barre fixée à 175 sièges. La droite minoritaire compte les 5 sénateurs de droite du groupe RDSE, ainsi que 23 centristes et 143 UMP et divers droites. Alors pour mieux comprendre ce phénomène de bascule des grands électeurs qui ne s'explique pas uniquement par le glissement des collectivités vers la gauche au fil des scrutins locaux, nous sommes avec Jérôme Sainte-Marie. Bonsoir, directeur opinion de l'Institut CSA. Jérôme, la France rurale s'est-elle fondue hier dans la France urbaine ? Oui, bon, ce qu'on avait déjà eu en 2008, c'est que parmi les petites communes, même s'il y a rarement des listes identifiées politiquement, on avait vu quand même qu'il y avait là aussi en 2008, c'était atteint ces communes-là par un mouvement vers la gauche. Le second élément, c'est dans ces petites communes justement qui participent amplement, on le sait, au corps électoral des grands électeurs, dans des proportions d'ailleurs tout à fait disproportionnées précisément, eh bien beaucoup de ces élus-là sont un petit peu élus, mais surtout citoyens. Dans un moment où Nicolas Sarkozy n'est plus populaire qu'auprès d'un gros tiers des Français, bien sûr, ça a joué contre l'UMP. Enfin, troisième cause, je crois, ces communes rurales qui sont dans ces cantons, il y a des services publics de proximité qui apparaissent au fil des réformes comme menacés, à tort ou à raison. Mais c'est vrai qu'il y a eu une activité réformatrice très forte durant ce quinquennat qui n'a pu qu'inquiéter pas mal d'élus locaux et pas mal de citoyens de ces communes quant à la continuité du service public. Alors jusqu'à dimanche soir, tous les élus de la majorité de l'UMP particulièrement célébraient le Sénat comme assemblée des territoires. Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une véritable fracture entre les territoires et le président de la République. Oui, c'est-à-dire encore une fois, c'est pas un jugement sur le fond. On peut considérer qu'un certain nombre de réformes étaient peut-être nécessaires, je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que ça a été très durement ressenti. Au fond, les territoires voient les conséquences directes des efforts de réduction de la dépense publique.
Et ce qui, pour les habitants des grandes villes, est une contrainte plus ou moins diffuse, là prend des formes extrêmement concrètes de réduction de certains services, de fermeture de certains établissements, voire des établissements scolaires par exemple. Quelle conclusion vous en tirez-vous, Jérôme, pour 2012 et le grand match de la présidentielle? Il n'y a aucun rapport logique en réalité entre cette élection-là et l'élection présidentielle de 2012. C'est pas le même corps électoral, etc. Mais bien sûr, même s'il n'y a pas de rapport logique au niveau du scrutin, ça produit un effet assez démoralisant pour l'UMP. Et inversement, alors même que nous sommes en pleine primaire socialiste, cela crée un mouvement assez euphorisant pour la gauche. Ça peut inciter, par exemple, très directement, à une participation accrue à ces prochaines primaires. Merci Jérôme de ces différents thèmes. On reparle avec nos invités dans un instant. Hier soir, sous le choc, Gérard Larcher a estimé qu'il fallait veiller à ce que les efforts soient justement répartis. Message évident au chef de l'État, au gouvernement et à l'UMP. Le président sortant, dont les chances de conserver son poste étaient mises en avant hier soir et jusqu'à ce matin d'ailleurs par quelques ténors de la majorité, semble opter pour une solution de raison. Jérôme Rabier. Après la défaite d'hier soir, le temps de la raison est arrivé pour Gérard Larcher. Le président du Sénat est rentré à Rambouillet, son paisible fief électoral. C'est là qu'il a pris sa décision. Il maintiendra sa candidature au plateau, mais ne cherchera pas à négocier d'éventuels ralliements. Sauver son image, celle du Sénat, accepter le verdict des grands électeurs et mener son dernier combat à la loyale, sans coups bas ni intrigues qui ont parfois entaché l'histoire du Palais du Luxembourg. La bataille s'annonçait de toute manière difficile, voire impossible, car toute la journée, les radicaux de gauche très courtisés sont restés fermes. J'espère bien qu'aucun radical de gauche ne votera pour Gérard Larcher, mais je ne vois pas pourquoi les radicaux de gauche, comme leur nom l'indique, sont à gauche. Je ne vois pas pourquoi ils voteraient à droite. Avec le maintien de Gérard Longuet au gouvernement, il fallait 5 voix de plus à la droite pour reconduire Gérard Larcher. Un défi trop grand et trop opaque pour une opinion publique qui aurait difficilement compris qu'un Sénat de gauche conserve un président de droite. Samedi, Gérard Larcher ira dans l'hémicycle parler de son bilan et défendre sa candidature pour peut-être son dernier rôle dans le costume de président du Sénat. Et donc Jean-Pierre Bel est le candidat déclaré et naturel à la présidence, mais Catherine Tasca reste désireuse de postuler sans imaginer aller au-delà de la réunion interne que tiendra demain le Parti socialiste du Sénat. Les écologistes, eux, sont au nombre des interlocuteurs privilégiés aujourd'hui, particulièrement de Jean-Pierre Bel, avec 10 élus, souvent au profil inhabituel, d'associatifs ou de chercheurs. Ils aimeraient constituer un groupe, il faut en principe 15 élus. Ils revendiquent aussi pour la droite, la présidence de la Commission des finances dans une copie inversée de la situation qui prévaut à l'Assemblée nationale. Sandra Cerquera. Il n'y a jamais eu tant d'écologistes dans le Sénat. Surpris, mais heureux, hier soir ils arrivent triomphants en salle des conférences. Les sénateurs écologistes passent de 2 à 10 et aspirent désormais à constituer un groupe parlementaire. Faire bouger les choses dans le cadre d'un moment très particulier qui est la bascule de la majorité, à laquelle nous avons apporté toute notre part dans tous les départements en contribuant notamment à l'élection de sénateurs écologistes, mais aussi à l'élection de sénateurs de gauche et de sénateurs socialistes dans certains départements. L'accord du PS pour modifier le règlement intérieur, les sénateurs écologistes disent l'avoir reçu, pour pouvoir ainsi former un groupe à moins de 15, comme le prévoit la loi actuelle du Sénat. Seulement, toute modification doit être votée en séance. Impossible avant l'élection du nouveau président samedi, alors toutes les hypothèses sont envisagées pour former un groupe, coûte que coûte. Soit on reste non inscrit, soit on se met en apparenté, enfin en rattaché administratif avec un groupe existant de gauche, ou soit eh bien, il y a 5 personnes qui nous rejoignent. Les sénateurs verts se donnent jusqu'à demain soir pour trancher. Une fois le règlement modifié en séance, le groupe pourra repasser de 15 à 10. Autre discussion en cours chez les centristes. Hervé Morin, Jean-Louis Borloo et Jean-Marie Bockel dessinent actuellement, dit-on, les contours d'un éventuel nouveau groupe. Avec nous, Julien Drey, député socialiste. Bonsoir. À vos côtés, Jacqueline Gouraud, sénatrice centriste du Loir-et-Cher, centriste tendance Bayrou, on le précise, hein, Jacqueline Gouraud, sachant que c'est le nouveau centre qui sort gagnant du scrutin d'hier, sauf avec le ministre de la Ville, Maurice Leroy, dans votre département. Oui. Vous le regrettez ? C'est un fait, c'est comme ça. Hein. Bon. C'est les élections.
Des fois on gagne, des fois on perd. D'accord. Voilà. Philippe Dominati, en face de vous, sénateur UMP de Paris, où la dissidence a payé manifestement, hein, Philippe Dominati, puisqu'il n'y a que 2 sièges pour la liste officielle qui a été conduite par Chantal Joanneau. 4 pour la droite, et donc l'objectif est atteint. Oui, mais 2 dissidents. Qu'est-ce qu'on appelle dissident? Il y a à chaque fois des dissidents. La dernière fois, j'ai été élu, on a gagné un siège comme ça. Bon, alors tout rentre dans l'ordre ce matin. Non, c'est que l'objectif qui était pour la gauche de gagner le 9e siège n'a pas été atteint. Bien, Pierre Charon, qui avait été mis hors du parti de l'UMP, suspendu, va réintégrer pour vous le parti Ça, je ne sais pas, majoritaire. ça c'est l'UMP. Vous le souhaitez? Écoutez, moi ce que je souhaite, c'est que la majorité présidentielle soit efficace. Alors après, que ça fonctionne bien ou mal dans les partis, c'est autre chose. À vos côtés, Jacques Mézard, sénateur RDSA du Cantal. Hein. Le groupe RDSE, groupe charnière, on le sait, dont pourrait dépendre l'élection de Jean-Pierre Bel? Oh, je ne pense pas. Je crois que le groupe RDSE a 11 radicaux de gauche au sein de ce groupe qui, très naturellement, soutiendront la candidature de gauche qui sera déterminée dans les heures qui viennent. Est-ce que vous avez eu vent, je ne sais pas, de certaines tentatives de débauchage, tripatouillage et autres calculs autour de certains membres du groupe RDSE, Jacques Mézard? Non, je n'en ai pas eu vent et je ne pense pas que la question se pose. Nous sommes radicaux de gauche en ce qui concerne les radicaux de gauche. Nous savons où nous sommes et il serait tout à fait déplorable dans les circonstances actuelles qu'il y ait des combinaisons, des marchandages, alors que nos concitoyens et les grands électeurs ont fait un choix qui est clair et il ne convient pas de se lancer dans des situations qui seraient très mal vécues par nos concitoyens. Alors Philippe Dominati, est-ce que vous maintenez que Gérard Larcher pourrait être réélu malgré le fait que la gauche ait donc la majorité absolue au Sénat? Écoutez, moi je maintiens rien. Quelle est votre position? Il est naturel que nous ayons un candidat et je vois simplement que le doute s'installe. Alors est-ce qu'il y a vraiment une majorité de gauche au Sénat? Nous, on ne doute pas. On a une majorité pour l'instant. On va présenter un candidat, on verra bien ce qui se passe. Alors, votre commentaire. C'est le scrutin Julien qui Drey, fait... intervenez sur une majorité. Pour l'instant, vous avez une minorité. Oui, si on regarde objectivement, vous n'avez pas de le majorité. Sénat sortant est une majorité. Bon, oui, mais certains proclament la victoire. Ce qui comptera, c'est le vote. Non, la victoire, en tout cas, ce qui est certain, c'est que s'il y a une majorité de gauche, elle sera démontrée très simplement. La victoire, nous doutons de nos convictions. Ce soir, Monsieur Dominati, on dit que la gauche a la majorité absolue. Moi, je suis troublé de voir que finalement la gauche ne paraît pas sûre de sa victoire. Voilà. C'est très clair parce que toute la journée, on passe le temps à dire est-ce que vraiment il y a la majorité, il n'y a pas la majorité. Nous, à droite, on n'a pas de problème. Bon, alors, vous êtes en train de réécrire l'histoire. Le doute, il est installé parce que M. Raffarin, hier soir, au journal de 20h, une chaîne concurrente, a expliqué qu'il fallait voir les choses concrètement. Et donc, il a laissé entendre, à partir de là, qu'il y avait possiblement des débauchages. Et moi, je voudrais appuyer ce qui a été dit précédemment. Je pense que la pire des choses pour la démocratie, dans la situation dans laquelle se trouve notre pays, ça serait de donner l'image d'un Sénat où, finalement, on achèterait quelques voix, parce que c'est comme ça que ça se passera, il faut le dire honnêtement dans ces cas-là, pour essayer de sauver la majorité. Je pense que pour le président et pour le parti présidentiel, le parti de la majorité présidentielle, qui sont déjà dans une situation difficile, et j'en rajoute pas, se livrer à ce genre de manœuvre, c'est déplorable, et d'ailleurs ça ne leur rapportera rien. Bien au contraire. Voilà. Mais vous avez raison, je partage votre point de vue, mais il ne faut pas inverser le problème. Vous avez l'air de douter des convictions de parlementaires de gauche qui se laisseraient séduire par des propos de M. Raffarin ou d'autres. C'est quand même fantastique. Si vous êtes certain des convictions des parlementaires de gauche, il n'y aura aucun problème. Alors c'est pas simple. Donc il ne faut pas que M. Raffarin et d'autres laissent entendre que les choses ne sont pas faites et qu'on allait voir. Si M. Raffarin a plus d'influence sur les parlementaires de gauche que les leaders de la gauche, c'est une bonne nouvelle. Jacqueline Gouraud, votre sentiment sur ce 3e tour pour vous, est-ce que Jean-Pierre Bel pourrait ne pas être élu samedi président du Sénat? Non, ce que je voulais rappeler à la suite de Julien Drey, c'est que ce serait aussi catastrophique pour le Sénat lui-même. Et ça, je crois que ça donnerait une image désastreuse, tout simplement. La vie politique, c'est la vie politique. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gagnants et des perdants. Et logiquement, on a l'impression, n'est-ce pas? Moi, j'ai pas regardé exactement les chiffres. J'arrive du Loir-et-Cher, mais apparemment, il y aurait
toute légitimité à ce que un président du Parti socialiste soit élu. Bon, voilà, c'est une chose. Moi, ce que je voudrais aller plus loin, déjà. C'est-à-dire, jusqu'où je voudrais aller... Bon, il y aura l'élection du président du Sénat, mais il n'y a pas que le président du Sénat. Oui. Il y a le fonctionnement du Sénat. Et là aussi, il y a des négociations en coulisses. Non, mais c'est pas des négociations. C'est normal que tout le monde, au Sénat, se sente représenté. Et moi, je voudrais dire, j'ai fait toute ma campagne sénatoriale en disant que le Sénat, ça n'était pas l'Assemblée nationale. Et qu'on n'était pas sans cesse dans le binaire ou le bipolaire ou le bipartisme, qu'il y avait un respect, il y avait un vrai pluralisme, parce qu'il y a deux systèmes électoraux, il y a à la fois un scrutin uninominal et aussi de la proportionnelle. Et moi, j'ai vraiment un message à faire passer à ceux qui vont présider le Sénat, n'est-ce pas? C'est votre voisin, oui. Eh bien, il va pas présider, non, mais il est à l'Assemblée, mais sa famille politique, c'est vraiment soyez respectueux du pluralisme et faites que cette maison reste ce qu'elle était depuis plusieurs années. Mais justement, il y a des prises de position. Jacques Mézard voudrait aller même plus loin. Oui, alors, il y a toujours amélioré. Il faut quand même constater que ces dernières années, l'opposition n'avait aucune présidence de commission. C'est une réalité, contrairement à ce qui se passait à l'Assemblée nationale. Il faut en donner et que nous avons subi un certain nombre de fois des votes conformes dans des conditions qui n'étaient pas à l'avantage du fonctionnement du Sénat. Donc je suis d'accord avec Jacqueline Gouraud, il faut aller plus loin, c'est-à-dire être encore plus respectueux de la démocratie et du travail constructif qui peut se faire dans cette Assemblée. Philippe Dominati, on vous tend la main là, pour des postes à responsabilité. Je vois Jean-Vincent Placé, le responsable des Verts, également Jean-Pierre Chevènement de votre groupe RDSE, qui sont pour des postes à responsabilité également pour la droite. Mais ça ne veut rien dire puisqu'on ne peut pas faire autrement. Il faut quand même être sérieux. Lorsque vous n'avez pas au moins 7 voix de majorité, vous êtes obligé de donner des postes à l'opposition. Il y a 6 commissions et le président ne participe à aucune de ces commissions. Si un camp, quel qu'il soit, veut garder les 6 commissions plus la présidence, il lui faut 7 voix de majorité. À ma connaissance, jusqu'à présent, personne n'a revendiqué cette majorité. Donc il faudra bien qu'il y ait c'est bien beau d'essayer de mettre sur le compte de l'ouverture ce qui est simplement l'application du règlement du Sénat. Donc il ne faut quand même pas... Gardons les débats et prenons les étapes telles qu'elles arrivent. Est-ce qu'il faut faire au Sénat ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec la droite qui a donné à Jérôme Cahuzac, socialiste, la présidence de la Commission des Finances? Là, il y avait de la marge. Il n'y avait aucune obligation pour la droite de... Ça ne fera pas plaisir à Nicole Bricq, qui voudrait bien avoir cette présidence. Mais qu'en dites-vous là-dessus, Julien Drey? D'abord, il va falloir élire le président. C'est un premier temps. Puis après, les groupes vont discuter. Mais moi, je souhaite que ce soit Jean-Pierre Bel, pour que les choses soient claires. Je souhaite que ce soit lui qui soit président du Sénat. Et je connais Jean-Pierre depuis très longtemps. C'est, comme on dit, un vieux copain. Et c'est pas un sectaire. Je ne crois pas qu'il ait les traditions de vouloir faire marcher le Sénat à la baguette. Je crois qu'au contraire... on dit qu'il n'en a pas les moyens. Attendez, il y a aussi, c'est pas qu'un problème de moyens. C'est pas un problème de moyens, c'est un problème d'état d'esprit d'abord. L'état d'esprit de la majorité de gauche, c'est pas de faire marcher le Sénat à la baguette, et c'est pas de faire ce qui a été fait précédemment. Donc ça sera effectivement de faire fonctionner l'institution et donc d'associer. Alors c'est vrai que la tradition des débats au Sénat n'est pas de même nature que à l'Assemblée nationale, encore que quand j'assiste parfois à vos débats, vous avez des échanges qui sont aussi vifs que les nôtres. Bon, mais c'est vrai que la Chambre haute est une chambre qui est censée être justement une chambre de pondération et elle gardera ce statut. Oui. Alors par exemple, Jean Arthuis, président centriste de la Commission des finances, est-ce qu'il pourrait le rester? Ce serait moi, une espèce... député, donc je suis pas sénateur, donc vous demandez pas à moi de faire le tableau d'honneur des sénateurs. Sauf que vous êtes partisan de François Hollande. Et certains dans l'entourage, notamment Gérard Collomb, qui nous le disait l'autre jour, appelait lui à un vaste rassemblement autour de François Hollande avec les centristes et les gaullistes sociaux. Là, ce serait une espèce d'avant-garde si Jean Arthuis restait président de la Commission des finances. Ne confondons pas les choses. Il y a une campagne présidentielle, il y a une majorité présidentielle. C'est vous qui le dites, c'est vous qui le dites. Oui, mais je veux dire par là, il y a une campagne présidentielle. Le Sénat, c'est une maison particulière, avec un état d'esprit. Il faut préserver un certain état d'esprit, il faut préserver un certain équilibre. C'est la représentation des collectivités territoriales. Et d'après moi, si le résultat est tel
qui s'est dégagé là, c'est aussi parce qu'elles ont été très maltraitées ces dernières années et qu'il y a un cri qui n'est pas simplement un cri populaire, mais qui est un cri des collectivités territoriales qui sont étranglées financièrement, qui n'en peuvent plus. C'est ça aussi qui est remonté dans ces élections, parce qu'on s'est déchargé, l'État s'est déchargé à transférer les responsabilités sans transférer les finances. Et donc il faut garder au Sénat cette tradition. D'ailleurs, finalement, l'histoire se répète. À chaque fois qu'on s'en prend aux collectivités locales, le Sénat est à la tête de cette révolte et il y a toujours un accident. Ça a commencé en 1969 et ça continue. Pour vous, la raison essentielle de ce mouvement de bascule vers la gauche, c'est cela, c'est ce rejet par les élus locaux. C'est une des raisons, mais incontestablement, la réforme des collectivités, telle qu'elle a été votée et telle qu'elle a voulu être appliquée par l'exécutif, a joué incontestablement, mais ça traduit aussi les difficultés qui existent dans la nation par rapport aux inégalités, au déséquilibre entre les citoyens et entre les territoires. Je crois qu'il faut clairement le dire parce que ça correspond très clairement à la réalité. Alors on va voir ce que va changer un Sénat de gauche pour le gouvernement, pour le chef de l'État. Les vainqueurs ne parlent pas d'obstruction, nous l'avons noté, Julien Drey, mais le débat budgétaire, bien sûr, à venir, sera l'occasion pour le Parti socialiste de défendre et de mieux exposer ses propres options. Margot Aubriot. La gauche s'empare du Sénat et pourrait bien compliquer les dernières réformes du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Première conséquence, la fameuse règle d'or de retour à l'équilibre budgétaire avait déjà du plomb dans l'aile. Elle est aujourd'hui définitivement enterrée. Impossible pour Nicolas Sarkozy de réunir la majorité des 2/3 des parlementaires, minimum requis pour toute révision constitutionnelle. Pour le reste, le gouvernement relativise. Les gros dossiers législatifs comme le budget 2012 ou le financement de la sécurité sociale ne devraient pas pâtir des nouveaux équilibres politiques. M. Jospin, pendant 5 ans, a parfaitement conduit une politique de gauche, je pense encore aux 35 heures, avec un Sénat de droite, ça ne l'a pas empêché de faire voter ces textes. Et si d'aventure on n'y arrive pas, eh bien l'Assemblée, article 45 de la Constitution, a le dernier mot. L'Assemblée a le dernier mot, oui, mais le Sénat peut fortement retarder l'adoption de ces textes. Nous allons utiliser cette majorité pour être un bouclier supplémentaire pour les Français, là où le gouvernement voudra continuer à leur faire mal. Les sénateurs de l'ancienne majorité payent le fait d'avoir été excessivement godillots et de suivre toutes les préconisations de l'exécutif et de l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas l'objet même du Sénat. Enfin, le Sénat peut former des commissions d'enquête sur des sujets qui embarrassent la droite. Pourquoi pas l'affaire Karachi? Certains ministres pourraient bien devoir venir s'expliquer devant la Haute Assemblée. Jacqueline Gouraud, j'aimerais savoir si vous allez vous sentir a priori plus à l'aise, je ne sais pas, avec un Sénat de gauche. Ah non, moi je me sens toujours à l'aise, vous savez. Ah bon, quelle que soit la configuration. Écoutez, quand on est libre, qu'on est indépendant et qu'on fait de la politique avec un peu de conscience, écoutez, on vote en fonction des textes qu'on nous présente et voilà. Moi, j'avais de bonnes relations avec beaucoup de mes collègues ici, quelles que soient leurs étiquettes, et je suis sûre que ça continuera. On va être dans une situation, comme ça vient d'être expliqué, différente. Mais je crois que la situation actuelle ne peut pas nous permettre le luxe de débats sémantiques sur l'appartenance de tel ou tel parti du centre, par exemple, pour déjà préparer les élections présidentielles. Je crois qu'il faut être sérieux et savoir que... Est-ce que vous êtes opposé à la création d'un nouveau groupe centriste? Il y en a un. Pourquoi il devrait y en avoir un autre? Certains défendent l'idée d'un autre groupe autonome autour des radicaux, vous l'avez entendu. C'est marrant parce que c'est ceux qui n'étaient pas autonomes qui réclament aujourd'hui la création d'un groupe autonome. Parce qu'ils ont les moyens, maintenant ils ont un nombre d'élus suffisant. Alors, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire non mais je comprends rien à cette histoire parce que ce sont ceux qui n'étaient pas capables de prendre une décision en toute autonomie ou toute indépendance qui aujourd'hui réclament un groupe autonome. Enfin, je veux dire, c'est pas très lisible. Hein, bon, alors on a parlé des inquiétudes de certains à l'UMP de voir un Sénat qui deviendrait une assemblée partisane. Ce ne serait pas admissible, par exemple, à déclarer Bernard Accoyer, le président UMP de l'Assemblée nationale. À l'UMP, d'autres s'inquiètent d'une adoption, par exemple, du droit de vote des étrangers aux élections locales. Ça, c'est Thierry Mariani, ministre des Transports, qui est aussi, on le sait, le fondateur de la droite populaire. Est-ce que ça, c'est une inquiétude que vous pourriez avoir, Monsieur Dominati? Écoutez, non, pas du tout. C'est une revendication ancienne de la gauche, le droit de vote aux élections locales pour les étrangers. Oui, mais il y a un parrain. La navette n'a pas été possible, puisque le Sénat s'y était opposé. Justement, alors là, ça change. Voilà.
Oui, non, mais il y a un Parlement et je pense que sur tous les sujets, justement, on a trouvé tout le temps un côté raisonnable dans les débats et sans aucun doute au Sénat, compte tenu de l'étroitesse de la majorité qui se dégagera la semaine prochaine, eh bien, on abordera tous ces sujets avec beaucoup plus d'âpreté sans doute qu'à l'Assemblée nationale. Jacques Mézard. Oui, je crois que le Sénat ne doit pas être un lieu de blocage. Il doit être un lieu de proposition, de respect, de tolérance, et je partage l'opinion de Jacqueline Gouraud et de mon collègue Dominati. Il est nécessaire dans cette période que nous montrions l'exemple d'une force de proposition. Alors, autre question qui va nous ramener à la politique et à la présidentielle, encore plus conflictuelle, messieurs, dames. L'onde de choc, bien sûr, pour Nicolas Sarkozy, dédouané par l'UMP de toute responsabilité dans ce revers électoral d'hier, mais accablé en revanche par l'opposition qui insiste sur le traumatisme pour la droite à 7 mois de la présidentielle. Paul Bouffard. Pour l'instant, la question est encore chuchotée. Mais depuis hier soir, depuis que le Sénat est à gauche, à droite, la légitimité d'une candidature Sarkozy en 2012 est ouvertement remise en cause. En tout cas, c'est une question légitime. Question légitime, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy ne serait pas forcément le bon candidat à l'élection présidentielle. On vient de se poser toutes les questions utiles à la veille d'une échéance aussi importante, bien entendu. Crise financière, victoire de listes dissidentes au sénatorial et affaires politico-financières, le ciel s'assombrit pour Nicolas Sarkozy, toujours silencieux sur ses intentions à venir. Pour certains, au sein de la majorité, une nouvelle candidature du président ne va pas forcément de soi. Sa candidature n'est pas fixée selon Jean-Pierre Raffarin. Pour l'ancien Premier ministre, si Nicolas Sarkozy est candidat, il sera le candidat de l'UMP. Mais d'autres à droite restent confiants dans la détermination du chef de l'État. Je n'ai pas entendu de procès en légitimité de Nicolas Sarkozy, mais d'évidence, la majorité a besoin d'améliorer son bilan. Nous avons fait beaucoup de choses tout à fait positives, mais il y a encore du travail à faire. Chez les centristes, l'entrée de la gauche au Sénat pourrait bien susciter d'autres vocations présidentielles à droite. Qu'en pensez-vous, Philippe Dominati? Vous croyez à ce scénario, d'autres vocations qui pourraient éclore après ce camouflet, puisque je reprends le mot utilisé très tôt hier soir par Jean-Pierre Bel? Écoutez, c'est le camouflet surtout de partis politiques de la majorité présidentielle. Ça n'a rien à voir avec la présidentielle. Je me rappelle que le Parti socialiste perdait toutes les élections. Toutes. Et c'est la réélection de Mitterrand qui a permis de redonner de la vigueur au Parti socialiste. Que l'UMP perde les élections territoriales, c'est un fait. On a perdu un certain nombre d'élections. Divergence d'analyse autour de cette table. La présidentielle, c'est autre chose. C'est un contact direct entre un homme et le peuple. Donc ça obéit à d'autres ressorts, sénatorial. Pour moi, ça n'a rien à voir. Néanmoins, simplement pour dire que je pense que c'est du rêve d'imaginer que ça ne soit pas Nicolas Sarkozy qui soit candidat à la présidence de la République. Enfin, à moins qu'il ne le décide lui-même, ça ce serait autre chose. Il est plus affaibli aujourd'hui qu'avant-hier. Oui, peut-être. Oui. Julien Drey, il est déjà ensemble persuadé. Non, je pense que c'est plus compliqué que ce que vous dites les uns les autres. D'abord, parce qu'il y a la personnalité même de Nicolas Sarkozy. Et c'est pas simple, quand on connaît Nicolas Sarkozy, qu'on l'a affronté, pour lui, de pouvoir penser à un moment donné qu'il peut se retrouver dans la situation de Giscard d'Estaing. Et quand il sera face à cette question-là, dans quelques mois, c'est-à-dire si les choses continuent comme elles sont en train de s'installer dans le pays... Vous évoquez une fin de règne, là? On est dans une fin de règne de toute manière. Là, ce qui s'est passé hier, qui n'était pas prévu, je vous signale que l'ensemble des responsables politiques de la majorité disaient que de toute manière l'affaire du Sénat était actée et qu'ils auraient entre 4 et 5 sièges d'avance. Et M. Larcher s'est couché samedi soir pensant qu'il serait encore président du Sénat. Voilà, il n'imaginait pas ce qui s'est passé, y compris leur propre pointage. Donc la question, je pense, la question qui est posée aujourd'hui, elle n'est pas si illégitime. Je ne pense pas que c'est au sein de la majorité que les choses vont se passer. Je pense que c'est dans sa tête que les choses vont se passer. Julien Drey, pour vous, le Sénat, maintenant que vous l'avez gagné, n'est plus une anomalie démocratique alors? Il y a certainement des choses à corriger. C'est pas parce qu'on gagne quelque chose que ça. Vous savez, je me suis toujours méfié de la phrase de François Mitterrand: les institutions de la Ve République étaient mauvaises avant moi, elles seraient mauvaises après moi, mais entre-temps, je ne les ai pas réformées. Je pense qu'il a eu tort. Jacqueline Gouraud, c'est terrible. Il reste 10 secondes pour évoquer un point important. Est-ce que le Sénat, le nouveau Sénat, est en panne de parité? 49 élus sur 170 sièges à pourvoir. Un cri du cœur pour conclure? Oui, heureusement qu'il y a de la proportionnelle, parce que j'y en aurais encore beaucoup moins. Moi, je suis une élue du scrutin uninominal à 2 tours, et il faudrait faire le décompte pour savoir combien on est de femmes à provenir de ce mode de scrutin. Voilà ce qui serait intéressant. En tout cas, la parité recule dans cette Assemblée. Messieurs, merci d'avoir participé à cette édition spéciale du 19h. Autre journal, bien sûr, à 22h.
avec Sonia Mabrouk sur cette chaîne. Et puis demain, à 18h sur Public Sénat, preuve par 3, l'invité sera Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, qui nous réservera ses premières déclarations, notamment sur cet événement historique. Voilà, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale, l'écho des lois. Bonsoir à tous. Claude Guéant sera l'invité de Preuve par 3. Michel Grossior interrogera le ministre de l'Intérieur sur les principaux points de l'actualité. Ils seront rejoints par Perrine Tarnot pour aborder un aspect plus inattendu de l'invité. Claude Guéant est l'invité de Preuve par 3, demain à 18h en direct sur Public Sénat. Samedi, Public Sénat vous propose une émission spéciale. Après s'être renouvelé de moitié, le Sénat doit désormais élire son président. Alors, qui gagnera la bataille du plateau? Réponse samedi dès 15h en direct sur Public Sénat.